Tout de suite, le JT. Mesdames et messieurs, après une longue absence, je suis très heureuse de vous retrouver pour le 19h30 de la rédaction. Pour les auditeurs de la radio Electron FM, je suis Kodimadi Betubena Hortense. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. La politique s'invite à l'entame de cette édition après 4 jours de médiation intense sur fond de tensions intercommunautaires. Une mission ministérielle a été conduite par les généraux Issaka Malo Jamous et Ali Hamad Agabash ce lundi 30 juin 2025 à la résidence du délégué général du gouvernement d'Amtimon. Cette délégation est parvenue à un accord de paix salué par toutes les parties avec l'appui des plus hautes autorités militaires et administratives. Oumana Filbert signe ce reportage. Une mission gouvernementale a séjourné dans la localité de Salamar, marquée par des violences fratricides entre Arab Zakawa et les Dagal. Sous la houlette du ministre de la Défense et des Armées, le général Issaka Maloua Jamous, et de son collègue de la sécurité publique et de l'immigration, le général Ali Ahmad Habash, la délégation incluait également le chef d'état-major général des armées, le général Mohamed Suleiman Ali, ainsi que le délégué général du gouvernement, le général Dès leur arrivée, les membres de la délégation se sont engagés dans un processus de dialogue direct avec les deux communautés en conflit. Les premières discussions menées avec autorité et tact par le ministre de la Sécurité publique ont permis d'ouvrir la voie à une écoute réciproque, malgré les douleurs et les pertes encore récentes. Des vies civiles également perdues, des troupeaux de bétail disparus. Mais face à la sagesse des anciens, au courage des leaders et à la rigueur de l'État, les langues se sont déliées, les rancunes déposées. Au cœur de la médiation, la question sensible des réparations. Des heures de débat, parfois tendues, ont été nécessaires pour parvenir à un accord. Finalement, un engagement mutuel de compensation équitable des dommages a été convenu en tenant compte de la gravité des pertes subies de part et d'autre. La réconciliation s'est matérialisée par une cérémonie solennelle de conciliation présidée par l'imam local en présence de ces deux chefs de canton qui ont juré sur le Coran, symbole suprême de vérité et d'engagement en islam, d'enterrer définitivement la hache de guerre. Un procès verbal de conciliation a été signé, engageant formellement les deux communautés. Elles s'engagent désormais à vivre côte à côte dans la paix, le respect et la coopération. Pour le général Issaka Maloua Jamous, chef de la délégation, cette avancée est bien plus qu'un succès ponctuel. C'est, selon lui, une étape cruciale dans la consolidation de la paix sociale au Tchad. Il a tenu à remercier les autorités locales, les chefs traditionnels, les guides religieux et l'ensemble des acteurs impliqués dans cette réconciliation. Les poings de main échangés, les sourires timides, les regards apaisés, autant de signes que le vivre ensemble est encore possible. Une mission accomplie, une paix arrachée, une promesse d'avenir. Merci Oumana Fulbert. À l'issue de la conférence internationale sur le financement du développement tenue ce 30 juin 2025 à Séville en Espagne, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat a été officiellement nommé envoyé spécial du Pacte pour la prospérité, les peuples et la planète, succédant ainsi à l'ancienne secrétaire de l'État aux affaires étrangères française. Kouroussouar Zakaropoulou. Alphonsine Madjiloum nous fait le point. Cette nomination comme envoyé spécial du 4P, Pacte pour la prospérité, les peuples et la planète, marque un tournant décisif dans la dynamique. 2 ans après son lancement à Paris en France, indique un communiqué officiel de l'Élysée. Le choix porté sur l'ancien chef de la diplomatie tchadienne, Moussa Faki Mahamat, incarne la volonté des chefs d'État et du gouvernement à donner une voix plus représentative aux peuples africains dans la réforme du système financier mondial.
Le 4P n'est pas seulement un pacte des principes, c'est une plateforme d'action portée par les chefs d'État eux-mêmes, a déclaré le récipiendaire Moussa Faki Mahamat, qui s'est engagé à défendre un multilatéralisme ancré dans la justice climatique, la souveraineté des États et à la lutte contre la pauvreté. Cette nomination de l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, par ailleurs fils du Toumoy, Moussa Faki Mahamat, est à la fois stratégique et politique. Elle boostera le Tchad parmi les nations à la forte réputation en termes de la diplomatie internationale. Le Tchad pourrait explorer ses avantages en vue de mettre en lumière les compétences dans les négociations diplomatiques et politiques. Sa nomination a été saluée par les dirigeants réunis, dont le président français Emmanuel Macron, William Ruto du Kenya, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud et Mia Moleto, premier ministre de Barbade, qui ont vu en lui un acteur capable de fédérer les ambitions pour les transitions justes et inclusives. Politique, puisqu'on en parle, restons-y pour dire que le collectif des du président du parti Les Transformateurs a annoncé ce lundi 30 juin la suspension de la grève de faim entamée par leur client, Dr Assiongar Masra Succès, il y a de cela 7 jours depuis sa cellule de détention en N'Djamena. Suivez le commentaire de Lar Ingam Solange avec le récit de Yaki Lydia. Dans un communiqué signé par Maître Francis Kadilembaye, le collectif rappelle que cette décision radicale avait été prise par leurs clients le 23 juin 2025 dans l'esprit de sa lettre ouverte intitulée « Lettre d'une prison du Tchad pour dénoncer l'injustice de sa détention » survenue le 16 mai 2025 sans aucune charge officielle ne lui a été communiquée à ce jour. Durant 7 jours, le leader politique s'est abstenu de toute alimentation, y compris en eau et en médicaments, malgré les conditions de détention qualifiées. Ces avocats soulignent que la force morale de leurs clients reste combative tout en étant affaiblie physiquement. Selon le communiqué, Dr Succès Masra a été particulièrement et par les nombreux gestes de solidarité, notamment ceux de femmes qui ont protesté symboliquement, de sa propre mère qui a suivi son exemple et de nombreux compatriotes au pays comme dans la diaspora. Conscient des risques que cette mobilisation pourrait faire peser sur leur vie, il a préféré mettre un terme à sa grève de faim, suivant également l'avis médical de son médecin personnel qu'il a récemment examiné et a alerté sur l'urgence de reprendre ses médicaments. De la politique, parlons économie à présent. 2 nouveaux membres de la Cour des comptes du Tchad ont prêté serment ce 1er juillet 2025. C'était à travers une audience solennelle qui s'est déroulée au sein même de la haute juridiction financière située à Djari, dans le 8e arrondissement de la ville de N'Djamena. Plus de précisions avec Romdelem Senga Garmatine. Tout a commencé par cette lecture du décret nominatif rendu public le 22 mai 2025, lu par le greffier en chef et la réquisition du procureur général de la Cour des comptes. S'en est suivi la présentation des récipiendaires. Il s'agit de Haroun Hashim Adam et Dinro Irène Ortem, respectivement désignés conseillers à la Cour des comptes. Ils ont juré de respecter les lois, d'être impartial et de garder le secret des délibérations. Cette prestation de serment en séjour devant la Cour témoigne l'engagement de ces 2 nouveaux membres à servir en toute loyauté cette institution supérieure en charge du contrôle des finances publiques. Elle traduit les exigences et la tradition de l'institution. Je jure. Cette solennité s'est déroulée sous l'autorité de Zahra Ibrahim Mahamad Itno, présidente de la Cour des comptes. Elle exhorte à cette occasion les récipiendaires à servir en toute droiture la République. Les règles de procédure devant la Cour des comptes, la formule de serment éditée est la suivante. Je jure de bien et fidèlement remplir les fonctions et les exercer en toute impartialité dans le respect des lois et de garder les secrets des délibérations. Renvoie à l'exercice de leurs fonctions. Dit que de tout il sera dressé procès verbal qui sera classé au rang de minutes du greffe de la Cour des comptes. Le rôle étant épuisé, l'audience est levée.
La Cour a adressé ses félicitations aux nouveaux conseillers et leur souhaite une pleine réussite dans l'exercice de leurs fonctions. Ces 2 nouveaux membres de cette instance sont désormais appelés à honorer leur serment avec intégrité, dévouement et respect des règles de la gestion publique. À noter que Dinro Irène Ortom est exempté de prestations de serment car étant magistrat de carrière. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du président de la République, Moustapha Mansiri, ainsi que d'autres personnalités invitées. Merci de continuer de suivre cette édition. Les candidats au baccalauréat qui sont revenus à la 2e session ont repris la composition des épreuves comptant pour la session de juin 2025 ce matin. Le coup d'envoi est lancé sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 26 854 candidats qui ont composé ce matin dans les différents centres. Notre reporter Mbaïnadi Nicolas a fait un tour dans quelques centres. Suivez son reportage. Ils sont 28 854 candidats concernés par cette 2e session, qui constitue une nouvelle chance de réussite. Lors de la première session tenue du 2 au 8 juin 2025, seuls 22,3% des 104 440 candidats ont été admis d'office, tandis que 25,7% ont obtenu l'admissibilité à la seconde série. Au centre du lycée des assemblées chrétiennes, situé au quartier Art de Djumbal, dans la commune du 3e arrondissement, les candidats de série A4 qui composent les 3 matières, à savoir le français et la philosophie, matière à option, histoire et géographie et les mathématiques. Selon la présidente du centre, tout se déroule bien, sauf que l'on note l'absence de quelques candidats. On a commencé ce matin à 8 heures. La première épreuve était français ou philo. C'était une épreuve au choix. L'enfant doit traiter l'un des 2 sujets. Je suis très contente de mon centre parce que je n'ai pas eu des incidents, cas de maladie ou cas de fraude, mais sauf que j'ai des absents. Ces absents, moi j'ai toujours dit, peut-être il y a des enfants qui disent la 2e série de baccalauréat, là, c'est pas le bac. Ils ne viennent pas. Même son de cloche du côté du centre de Gassi 1 et 2 du lycée de Gassi dans la commune du 7e arrondissement. Tout se passe dans des bons noms et aucun cas à signaler d'après les 2 présidents du centre de Gassi. Un centre de Gassi qui est bien tranquille et qui a accueilli les acteurs mobilisés pour la circonstance, aussi bien les candidats que le personnel d'encadrement ainsi que la sécurité. Et depuis 6h30 que nous sommes là, tout se déroule dans des conditions idoines et nous en sommes très contents. Donc tout se passe bien. Nous avons pour le centre en question 1145 candidats des séries A4, D et A arabe. Et nous avons l'impression qu'il y a aussi des absents lorsque nous sommes rendus dans les salles d'examen où s'est déroulé le lancement. Le lancement s'est très bien passé. Nous avons choisi une salle, la salle numéro 1, pour lancer donc la première épreuve avec tout le personnel mobilisé pour la circonstance, ainsi que nos collègues de la DENEC. Les candidats admissibles doivent consolider leur acquis dans les matières où ils sont admissibles. C'est une étape importante, non seulement pour leur avenir académique, mais aussi pour l'image du système éducatif national. Le taux de réussite finale qui déterminera l'impact réel de cette session de rattrapage sur la masse des candidats admissibles. Cette 2e série de juillet est un véritable moment décisif, une ultime chance et d'espoir pour les candidats. Dans le même chapitre, après la composition des 2 matières en série A4 et D, quelques candidats trouvent que les sujets sont abordables. Ils sont dans un enregistrement de Mbaïnadi Nicolas. Le sujet, j'ai trouvé c'est abordable, mais sauf maths, là, ça me complique un peu, mais Dieu merci, ça va aller. Le sujet était abordable, on a fait de notre mieux. On a souhaité même que ce sujet vienne le premier tour comme ça, on allait bien trouver quoi. Mais cette fois-ci là, on s'en sort vraiment très bien. Le sujet est bon à aborder, mais c'est seulement qu'on est de littérature là. Le maths est un peu dur avec nous, donc c'est ça. Mais en français là, on a bien travaillé. C'est un bon sujet aussi en philosophie. Cette année, je ne peux pas dire que le sujet est facile puisque je n'ai pas encore vu le résultat. Parce que dès le premier tour, même là, je n'ai pas l'espoir de revenir encore au 2e tour, mais je suis revenu au 2e tour. Donc ça veut dire que
le sujet est un peu compliqué. Donc pour le moment là, une fois voir le résultat, que je vais déclarer que le sujet est abordable. Le sujet d'abord, au début d'abord, j'ai trouvé ça un peu facile et pour certains là c'est un peu compliqué. Donc sinon pour moi c'est abordable. Les sujets sont abordables par rapport au sujet en tout cas du premier examen qu'on a fait, donc les sujets du deuxième tour là sont vraiment abordables, on peut dire ça. Les sujets français là c'est un peu mieux, mais philosophique est un peu compliqué. Sinon c'est bon. De la ville de N'Djamena, rendons-nous dans la province du Guéra, précisément à Boulachari, un village situé à environ 18 km de la ville de Mongo. Les femmes enceintes et celles allaitantes embrassent la terre pour lutter contre l'insécurité alimentaire qui sévit dans cette localité. Lors de la visite de médias organisée par le consortium ministère de communication, Maison des médias du Tchad et l'UNICEF, les journalistes qui ont découvert que ce champ des femmes qui reçoivent l'accompagnement de l'UNICEF avec le financement du gouvernement allemand. Mistangar Victor et Nepi Limbay, Diana pour le reportage. Dans le Guéra, le taux de la malnutrition est estimé à 28% selon l'enquête nationale de la malnutrition et de la mortalité infantile rétrospective de 2024. Sous les pieds de la reine du Guéra, à Boulachari, les femmes enceintes et celles allaitantes affrontent avec force et détermination cette épineuse question de la malnutrition. À travers le projet GASPAD, entendez groupe d'apprentissage, de suivi et de pratique d'ange. Après 7 mois de la mise en œuvre de ce programme, les femmes estiment avoir retrouvé du sourire. L'arrivée du projet GASPAD nous a vraiment aidés. Cela fait 7 mois qu'on travaille ici. Nous partons chercher l'eau du robinet, loin d'ici pour notre culture. Nous, les femmes enceintes et allaitantes, nous sommes soulagés de certaines difficultés qu'on rencontrait dans nos foyers avant l'arrivée du projet. Grâce à cette activité, on nourrit nos familles. Nous avons le problème d'eau. Sinon, même si c'est 3 ou 5 hectares, nous sommes capables de cultiver. Sur ce site, travaillent 6 groupes de femmes enceintes et 8 groupes de femmes allaitantes. Elles y cultivent essentiellement des légumes, non pas pour vendre, mais pour nourrir leurs familles respectives, notamment les enfants. C'est un projet en partenariat avec l'UNICEF et avec le financement de l'Allemagne. D'abord, nous avons commencé ce projet avec l'approche qu'on appelle déjà GASPA, qui est le groupe d'apprentissage, de suivi et de pratique d'ange. C'est-à-dire, nous suivons les femmes dès la conception à prévenir la malnutrition jusqu'à ce que leur enfant atteigne 2 ans. Alors nous avons poursuivi avec ce où les infrastructures sont insuffisantes, cette pratique comporte des risques pour la sécurité, la santé et l'environnement. La véritable solution serait d'établir des moyens durables et sécurisés pour l'accès au carburant au lieu de dépendre des pratiques dangereuses et non réglementées. Hors de nos frontières, la République démocratique du Congo a fêté ses 65 ans d'indépendance lundi 30 juin. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est longuement revenu lors de son discours adressé à la nation sur l'accord de paix signé entre son pays et le Rwanda. Pour lui, c'est un tournant décisif pour mettre fin à un conflit qui, pendant plusieurs décennies, a sémé la désolation dans l'est du pays. Sonia Ranodi pour le commentaire avec le récit d'Alphonsine Madilom. Dans son allocution du 30 juin 2025, le président Félix Tshisekedi a salué l'accord de paix signé à Washington comme une ouverture vers une nouvelle ère de stabilité pour la RDC et la région des Grands Lacs. Il a tenu à souligner la fragilité de cette avancée, insistant sur la nécessité d'un engagement indescriptible de toutes les parties pour garantir la pérennité. Abordant la question sensible des réparations pour les victimes, pour les crises commises dans
dans l'est de la RDC, non incluant dans l'accord. Le chef de l'État a réaffirmé sa volonté de continuer à réclamer justice pour les victimes et à faire en sorte que les auteurs d'atrocités soient traduits en justice. Sur le plan économique, le président a également mis en lumière un autre enjeu stratégique. Il a confirmé la signature prochaine d'un accord de partenariat dans le secteur minier, qualifiant ce futur accord d'opportunité majeure pour positionner la RDC comme un acteur central de la transition énergétique mondiale. Il a assuré que les retombées économiques profiteront au peuple congolais. Tshisekedi a prévenu que ce partenariat international devrait respecter la souveraineté et les intérêts économiques de la RDC. Il a insisté sur la transparence dans la gestion des ressources et sur le renforcement des mécanismes de contrôle et de lutte contre la corruption. Condition sine qua non à ses yeux pour une redistribution équitable des richesses issues du sous-sol congolais. De la RDC, faisons un tour au Togo pour boucler cette édition. Les récentes manifestations contre le pouvoir en place à Lomé ont tourné au drame. Au moins 7 personnes ont perdu la vie et on dénombre plusieurs blessés selon les sources issues de la société civile. Ces dernières dénoncent de graves exactions attribuées à certains éléments des forces de l'ordre. Voici le commentaire signé Vunba Kiaobo. Des scènes de chaos et de violence ont secoué Lomé ces derniers jours. Le bilan humain est lourd. 7 morts confirmées et de nombreux blessés. Parmi les victimes, 3 corps ont été retrouvés dans la lagune, selon les déclarations conjointes d'organisations de la société civile et de défense des droits humains faites lors d'une conférence de presse tenue dimanche. Le ton est grave. Le drame prend une tournure insoutenable avec l'annonce de la découverte de corps sans vie, y compris ceux d'enfants, a regretté David Dossé, porte-parole du Front citoyen Togo Debout. Une fois de plus, la terre togolaise s'imbibe du sang de ses enfants et cette fois encore, c'est insupportable, déplore Célestin Agbogan, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Il rapporte notamment la disparition le 26 du mois des 2 jeunes garçons dont les corps porteurs de multiples blessures ont été retrouvés dès le lendemain. Face à ces accusations, les autorités togolaises parlent de désinformation. Elles assurent que les autopsies ont conclu à des cas de noyade sans lien direct avec les opérations policières. Elles dénoncent également ce qu'elles qualifient de récupération politique malheureuse et affirment qu'aucune preuve ne permet d'incriminer les forces de l'ordre. Cette nouvelle flambée de violence intervient dans un contexte socio-politique tendu, marqué par un profond malaise entre la population et les autorités. Depuis plusieurs mois, des voix s'élèvent pour réclamer plus de transparence, de démocratie et une alternance politique. Le silence ou la réponse répressive du pouvoir alimente la colère des manifestants. La société civile exige aujourd'hui l'ouverture